Dans la nuit du 21 septembre de l'an 1327, derrière les murs épais et humides du château de Berkeley, il se passa quelque chose que personne qui l'entendit ne put jamais complètement oublier. Ce n'était pas une bataille, ni une révolte ouverte. Aucun drapeau ne flottait au vent et aucune proclamation ne résonnait dans les cours. Il n'y avait qu'un seul bruit, un long cri déchirant qui traversa la pierre comme si celle-ci avait appris à écouter. Les gardes postés sur les remparts ne virent rien, mais ils comprirent immédiatement que ce son n'appartenait pas à la souffrance humaine ordinaire. Ce n'était pas seulement un cri de peur, mais un cri de destruction totale, comme si non seulement un corps, mais aussi une signification était anéantie. Ce cri n'annonçait pas simplement la mort d'un homme, il marquait la fin symbolique d'un roi qui avait autrefois porté la couronne d'Angleterre, un roi que beaucoup de ses contemporains avaient considéré comme faible, inadapté et gênant. Dans une chambre secrète sous le château, le pouvoir décida de clore un chapitre difficile de l'histoire anglaise sans laisser de traces visibles. Ce qui s'y déroula n'était pas seulement une élimination silencieuse, mais un message soigneusement construit pour l'avenir. Édouard d'Angleterre, que l'histoire connaît sous le nom d'Édouard II, avait été destitué quelques mois auparavant. Il ne régnait plus, ne signait plus de décrets, ne commandait plus d'armée. Et pourtant, il restait dangereux, non pas en raison de sa force, mais de ce qu'il représentait. Un roi vivant, même destitué, pouvait devenir un symbole. Et dans la politique médiévale, les symboles étaient plus redoutés que les épées. C'est précisément pour cette raison que sa fin devait être définitive, mais en même temps invisible. Elle devait paraître naturelle, inévitable, presque miséricordieuse aux yeux du peuple. Avant même l'aube, des rumeurs commencèrent à circuler. Dans les villages environnants, certains racontaient avoir entendu d'étranges échos, des sons qui ne semblaient pas provenir d'une gorge humaine, mais de quelque chose de plus profond, de plus primitif. Pendant des générations, on parla de cette nuit comme d'un moment où le château lui-même avait crié. La version officielle était cependant sobre et concise. Le roi était mort. Rien de plus. Mais derrière cette phrase apparemment neutre, se cachait une vérité dérangeante. La mort d'Édouard II n'était ni un accident, ni une simple fin politique. Elle était l'aboutissement d'années de tension autour d'une question que personne n'osait aborder ouvertement. Que se passe-t-il lorsqu'un roi ne correspond pas à l'image que son époque exige de lui? Dans un monde où la virilité royale se mesurait à l'aune des campagnes militaires, de la domination et de la procréation d'héritiers, Édouard était considéré comme une dangereuse aberration. Cette histoire ne commence ni à Berkeley, ni la nuit de sa mort. Elle commence bien plus tôt, au moment de sa naissance, dans l'ombre d'un père craint et vénéré, et dans une cour qui ne tolérait aucune différence. Pour comprendre pourquoi tant de gens ont considéré cette nuit comme nécessaire, il faut remonter dans le temps et observer comment un prince destiné au trône est devenu, étape par étape, un avertissement. Édouard de Caernarfon est né le 25 avril 1244, dans un monde qui lui avait déjà attribué un rôle rigide et non négociable. Il était le 4e fils d'Édouard Toulamier, ce souverain que l'histoire allait retenir comme le marteau des Écossais. Édouard Toulamier était un roi forgé par des campagnes militaires interminables, redouté de ses ennemis et respecté pour sa dureté, même à l'intérieur de ses propres frontières. Dès le premier jour, le jeune prince grandit sous l'influence d'un modèle tout-puissant qui définissait ce que signifiait être roi dans l'Angleterre médiévale. Discipline, conquête et autorité inébranlable. Mais l'enfance d'Édouard fut marquée par une contradiction silencieuse. Alors que son père passait de longues périodes dans le nord, réprimant les révoltes et sécurisant les frontières par la force, son fils restait à la cour, entouré de cérémonies, de musique et d'artisanat. Il y manifestait des penchants qui semblaient inoffensifs à première vue, mais qui inquiétaient ses éducateurs
et les nobles qui l'observaient. Édouard n'était pas attiré par l'entraînement militaire, ni par le monde rude du champ de bataille. Il préférait les jardins soigneusement aménagés, la construction de clôtures, le son des instruments et la compagnie des personnes qui travaillaient de leurs mains. Dans une société où un héritier du trône devait apprendre à régner par la crainte et la distance, cette sensibilité était considérée comme une faiblesse. Les chroniqueurs ultérieurs le décrivirent comme un prince trop accessible, incapable de faire preuve de la sévérité attendue d'un futur souverain. Mais au-delà des jugements moraux, un profond conflit se formait ici entre l'identité personnelle et les attentes de la société. Édouard n'a pas refusé la couronne, mais il n'incarnait pas l'idéal de masculinité qui la légitimait. La cour médiévale n'était pas un espace neutre. C'était une scène permanente où chaque geste de l'héritier était évalué, commenté et mémorisé. Aucun écart ne passait inaperçu. Pour de nombreux nobles, un roi devait avant tout être un symbole vivant de l'ordre. À leurs yeux, toute déviation, aussi minime soit-elle, menaçait l'autorité du trône. Ainsi, les préférences et les amitiés du jeune Édouard n'étaient pas considérées comme des particularités personnelles, mais comme les signes avant-coureurs d'un danger futur. Au fil des ans, la distance émotionnelle entre le père et le fils est devenue de plus en plus évidente. Édouard Thuillier, endurci par la guerre et le pouvoir, ne cachait guère sa déception. Les comparaisons étaient inévitables et cruelles. Là où le père voyait de la fermeté, le fils montrait de la proximité. Là où la domination était exigée, il recherchait la communauté. De cette opposition est née une relation marquée par le reproche et l'incompréhension qui a laissé des traces profondes dans le caractère du prince. Du point de vue actuel, l'histoire de ce jeune héritier soulève une question dérangeante. Dans quelle mesure une société peut-elle tolérer la différence lorsque le pouvoir est exercé par quelqu'un qui ne correspond pas à l'image qu'elle se fait d'elle-même? Dans l'Angleterre du XIVe siècle, la réponse était claire et impitoyable. La différence n'était pas corrigée, elle était punie. Et sans le savoir, Édouard se dirigeait déjà vers un destin où sa façon d'être allait être utilisée comme preuve contre lui. C'est dans ce climat de tension silencieuse et de méfiance croissante qu'apparut le personnage qui allait changer irrévocablement la vie d'Édouard et bouleverser l'équilibre politique de l'Angleterre. Piers Gaveston. Originaire de Gascogne, il n'appartenait pas aux grandes familles établies de longue date de la haute noblesse anglaise. C'est précisément cette origine qui le rendait remarquable à la cour et suspect aux yeux de beaucoup. Pour le jeune prince, cependant, Gaveston représentait tout autre chose. Il incarnait la proximité sans jugement constant, la loyauté sans arrière-pensée, une forme de familiarité qui ne nécessitait aucun masque. Dans un environnement où chaque regard était compté et chaque geste interprété, cette relation semblait être un refuge. Dès le début, leur relation était visible. Ils ne cachaient pas leur proximité, ils n'essayaient même pas de la minimiser. Ils partageaient en leur temps, leur espace et leur confiance d'une manière qui dépassait les limites habituelles de la camaraderie courtoise. Les chroniqueurs, qui devaient écrire en utilisant des allusions et des périphrases prudentes, ont ensuite eu recours à des formulations vagues et à un silence éloquent. Mais même sans mots clairs, les contemporains étaient conscients qu'il se passait ici quelque chose qui ne correspondait pas aux catégories habituelles. Dans la culture médiévale de la cour, l'intimité n'était jamais privée. Elle était toujours politique, car elle signifiait influence. Gaveston n'était pas seulement perçu comme l'ami du prince, mais de plus en plus comme quelqu'un qui contrôlait les accès, dirigeait les conversations et influençait les décisions. Pour les grands seigneurs de l'Empire, ce n'était pas seulement une nuisance personnelle, mais un problème structurel. Le pouvoir devait s'exercer par le biais des titres, de la descendance et des fonctions établies, et non par le biais de l'affection personnelle. L'idée qu'un homme d'origine relativement modeste puisse s'élever uniquement grâce à sa proximité avec l'héritier du trône
leur semblait être une dangereuse rupture de l'ordre établi. Gaveston devint ainsi le symbole de tout ce qu'il redoutait. Édouard Toyer comprit rapidement le caractère explosif de cette relation sur le plan politique. Pour un roi qui avait fondé son règne sur la discipline, le contrôle et la puissance militaire, le lien qui unissait son fils à un favori étranger était une double provocation. Non seulement elle heurtait son idéal personnel de virilité et de dignité royale, mais elle remettait également en question la stabilité du système qu'il avait mis en place. La réaction fut sévère et sans équivoque. Gaveston fut chassé de la cour et envoyé en exil. Cette mesure visait à rétablir l'ordre et à démontrer l'autorité paternelle. Mais elle eut l'effet inverse. La séparation physique renforça le lien émotionnel. Ce qui était auparavant le quotidien devint désormais un désir ardent. Des lettres, des promesses et des espoirs maintinrent le lien vivant. Pour Édouard, Gaveston devint plus qu'un compagnon. Il devint le centre émotionnel, un contrepoids à un monde hostile. Pour les nobles, en revanche, cette obstination confirma leur pire crainte. Le prince ne se laissa pas modeler. Il ne céda pas. Il s'accrocha précisément à la relation que l'on voulait lui enlever. Lorsque Édouard Thuyer mourut à l'été 1307, le fragile équilibre de la cour vola immédiatement en éclats. À peine âgé de 23 ans, Édouard de Caernarfon monta sur le trône. Et presque instantanément, il fit clairement comprendre qu'il n'avait pas l'intention de régner selon les attentes des autres. Sa première grande décision fut le retour de Gaveston. Pas discrètement, pas prudemment, mais publiquement et ostensiblement. Le favori revint, entouré d'honneur, comme si le nouveau roi voulait montrer à tout le royaume que cette relation était désormais sous la protection de la couronne. L'effet fut dévastateur. Gaveston n'était pas seulement toléré, il était élevé. Il reçut le titre de comte de Cornouailles, une dignité traditionnellement réservée aux membres de la famille royale. Pour les grands seigneurs, ce n'était pas une mince affaire. C'était une provocation ouverte, une offense publique. Un étranger, considéré par beaucoup comme un parvenu, occupait une place qu'ils considéraient comme faisant partie de leur propre ordre. Dans les couloirs de la cour, des discussions discrètes commencèrent, qui devinrent rapidement acerbes. On ne parlait plus seulement de mauvaises décisions, mais d'une menace fondamentale pour l'Empire. Le couronnement au début du printemps 1308 aurait dû être un moment d'unité. Il unissait le nouveau roi à Isabelle de France, une jeune princesse dont le mariage promettait la stabilité politique. Mais au lieu de la mise en scène solennelle d'un nouveau départ, beaucoup gardèrent en mémoire autre chose. Gaveston occupait une place qui le plaçait visiblement au-dessus de nombreux grands seigneurs. Ses vêtements surpassaient en splendeur même ceux du roi. L'attention se portait sur lui et non sur la jeune reine. Pour Isabelle, cette humiliation publique fut une première leçon sur la cruauté de la politique de cour. À la cour, rien n'était oublié. Chaque humiliation était mémorisée pour être ressortie plus tard. Avec le temps, l'influence de Gaveston devint de plus en plus évidente. Des terres, des cadeaux et des privilèges lui furent accordés. Le trésor royal se vidait, tandis que le mécontentement grandissait. Mais l'impression que le favori exerçait une influence directe sur les décisions du gouvernement pesait encore plus lourd. Il décidait qui était admis en audience, s'immisçait dans les nominations et se permettait de se moquer ouvertement des nobles puissants. Pour l'aristocratie, cela n'était plus acceptable. Le roi semblait ne plus exercer lui-même son autorité, mais la déléguer à un seul individu. La résistance s'organisa. Ce qui avait commencé par des murmures devint une opposition organisée. Sous prétexte de réforme, des seigneurs influents opposèrent au roi des comités chargés de limiter son pouvoir. En réalité, tout convergeait vers un seul objectif. Gaveston devait être écarté. Édouard céda, non par conviction, mais par contrainte.
La pression militaire et l'isolement politique ne lui laissaient guère le choix. Gaveston fut à nouveau banni, 7 fois en Irlande. Officiellement, cette mesure visait à rétablir la paix. Officieusement, il s'agissait d'une tentative d'éliminer le cœur du problème. La séparation affecta profondément le roi. Des lettres contemporaines dressent le portrait d'un homme incapable de régner avec clarté. Ces paroles à Gaveston sont empreintes d'urgence, de promesses et de plaintes. Pour les nobles, cela confirmait ce qu'ils croyaient depuis longtemps. Le roi était dépendant. Il ne pouvait ou ne voulait pas agir autrement. Lorsque peu après, Édouard ordonna le retour de son favori, ce fut un affront ouvert à tous ceux qui avaient tenté de le freiner. Ce moment scella le destin de Gaveston. Les seigneurs influents mobilisèrent leurs forces. Il n'y eut pas de bataille formelle, mais une chasse sans merci. Édouard et Gaveston fuirent d'un refuge à l'autre, toujours dans l'espoir de trouver du soutien. Mais les rangs se resserrèrent. À la fin du printemps 1312, Gaveston fut capturé pendant l'absence du roi. Il fut emprisonné, sans véritable procès. Ni les offres, ni les concessions, ni même les promesses les plus généreuses ne purent empêcher la décision. Pour ses adversaires, Gaveston n'était plus depuis longtemps un être humain, mais un symbole qui devait être détruit pour sauver l'ordre établi. Sa mort n'était pas un acte spontané, mais un message délibéré. Sans procédure solennelle, loin des rituels officiels, un signe a été donné que tout le monde devait comprendre. Ceux qui enfreignaient les règles invisibles du pouvoir en payèrent le prix fort. Lorsque la nouvelle parvint à Édouard, il s'effondra intérieurement. Ses contemporains décrivirent un roi oscillant entre la colère et le désespoir, incapable de combler le vide laissé par Gaveston. Mais la stabilité espérée ne se produisit pas. La place du favori ne resta pas vide. Elle attendait déjà d'être occupée par quelqu'un d'autre. Après la mort de Gaveston, beaucoup à la cour d'Angleterre pensaient que le royaume allait enfin connaître la paix. Ils se trompaient. Cette perte n'a pas conduit Édouard à la prudence ou à la modération politique, mais à un vide intérieur encore plus grand. Le roi n'avait pas appris à prendre ses distances ou à organiser le pouvoir autrement. Il recherchait à nouveau la proximité, la loyauté et la protection dans des liens personnels. Dans ce vide émotionnel, une nouvelle constellation de pouvoir émergea, qui s'avéra encore plus destructrice que tout ce qui avait précédé. La famille Despenser prit le devant de la scène, avec à sa tête Hugh Despenser le jeune, un homme à l'esprit vif, ambitieux, maître de lui et beaucoup moins impulsif que Gaveston. Hugh Despenser n'apparaissait pas comme un favori ostentatoire. Il se présentait comme un administrateur efficace, un conseiller qui promettait l'ordre et comprenait les faiblesses du roi. C'est précisément cette apparente sobriété qui le rendait dangereux. Là où Gaveston avait provoqué, Despenser agissait avec calcul. Pas à pas, il gagna la confiance d'Édouard et, avec elle, l'accès aux ressources, aux fonctions et à l'influence. Bientôt, un schéma familier se répéta. La proximité devint un privilège, le privilège devint pouvoir, et le pouvoir devint dépendance. Mais cette fois, les dégâts furent plus subtils et plus profonds. Les effets se firent sentir dans tout l'Empire. Des terres changèrent de propriétaires, des droits furent réinterprétés. Les adversaires de la famille Despenser se retrouvèrent soudainement bloqués sur le plan administratif ou affaiblis sur le plan économique. L'action du gouvernement ressemblait de plus en plus à un instrument favorisant un cercle restreint. Pour de nombreux nobles, ce fut le moment où le mécontentement se transforma en hostilité ouverte. Il ne s'agissait plus seulement d'offenses personnelles, mais de la perception que le roi ne régnait plus pour l'Empire dans son ensemble. Cette évolution toucha particulièrement la reine. Isabelle de France, venue autrefois en Angleterre pour servir de lien diplomatique, fut de plus en plus exclue des processus décisionnels. Son accès aux ressources financières fut restreint. Son influence politique
systématiquement réduite. Même ses contacts avec ses propres enfants furent contrôlés. Pour une femme qui avait grandi dans les cours françaises, où le pouvoir était roi, c'était plus qu'une insulte, c'était un signal d'alarme. Elle comprit que sa propre sécurité et l'avenir de son fils étaient menacés tant que les Despenser resteraient aux côtés du roi. Avec le recul, le comportement d'Édouard peut être compris comme un cercle vicieux. La perte n'entraînait pas d'adaptation, mais un nouveau lien. Chaque relation qui lui apportait du réconfort devenait une dépendance qui renforçait encore son isolement politique. Il cherchait à contrôler ses relations personnelles, car il ne parvenait pas à obtenir la reconnaissance des structures de pouvoir existantes. Mais cette stratégie confirmait précisément l'accusation de ses adversaires, selon laquelle le roi avait renoncé à son autorité. La résistance se reforma. Les nobles qui avaient déjà été lésés par la politique des Despenser s'unirent. Des conflits éclatèrent ouvertement, entraînant des expulsions, des confiscations et des alliances changeantes. L'Empire entra dans une phase d'instabilité chronique. La légitimité d'Édouard n'était pas remise en question en raison d'une défaite militaire, mais en raison de la conviction largement répandue qu'il ne régnait plus de manière indépendante. Dans ce climat, la conspiration devint un moyen politique. Isabelle observait, apprenait et attendait. Les années d'humiliation lui avaient appris que la patience pouvait être une arme. L'occasion se présenta lorsque Édouard lui permit de se rendre en France, officiellement pour régler des affaires diplomatiques. Ce qui semblait être une tâche routinière fut en réalité un tournant. Loin de l'influence des Despenser, Isabelle retrouva sa liberté de mouvement. En France, elle n'était plus une reine isolée, mais une actrice disposant de ses propres options. Elle y rencontra Roger Mortimer, un noble anglais en exil, qui avait fui après avoir échoué dans sa tentative de révolte contre le régime du roi et des Despenser. Mortimer n'était pas un rebelle irréfléchi. Il comprenait les faiblesses du système, connaissait le mécontentement de la noblesse et savait à quel point le soutien à Édouard était devenu fragile. Une alliance se forma entre Isabelle et Mortimer, très différente des liens qui unissaient la reine au roi. Elle ne reposait pas sur un refuge émotionnel, mais sur la planification et le calcul. Tous deux se rendirent compte que la résistance contre Édouard n'était plus isolée. Beaucoup se sentaient spoliés, ignorés ou menacés. L'image publique du roi était ternie. Dans la politique médiévale, la légitimité n'était pas un bien acquis. Elle pouvait disparaître rapidement si l'on avait l'impression qu'un souverain avait perdu le consensus. Au début de l'automne 1326, Isabelle retourna en Angleterre, accompagnée de Mortimer et d'une armée relativement petite. Ils n'avaient pas besoin d'une grande armée. Des partisans se joignirent à eux en chemin. Les châteaux ouvrirent leurs portes. Les loyautés basculèrent. Édouard et Hugh Despenser s'enfuirent vers l'ouest, dans l'espoir de trouver refuge au pays de Galles. Ce n'était pas une fuite héroïque, mais un signe de désespoir. Le réseau de soutien s'était effondré. Peu après, ils furent tous deux capturés. Pour Despenser, la fin fut rapide et spectaculaire. Sa punition fut mise en scène comme un avertissement public, un signe visible que l'abus de pouvoir n'était pas sans conséquences. Édouard, en revanche, fut laissé en vie, non par compassion, mais par calcul. Un roi vivant pouvait être temporairement utile. L'ancien souverain fut déplacé d'un endroit à l'autre, à l'abri du regard du public. Tandis qu'Isabelle et Mortimer consolidaient leur position, le Parlement préparait une mesure qui allait changer l'histoire de l'Angleterre. Le roi fut officiellement destitué et son jeune fils déclaré nouveau souverain. Une limite avait été franchie. Un roi anglais n'avait pas été destitué par la mort ou la conquête, mais par consensus politique. Mais un problème subsistait. Édouard était vivant. Un roi déchu, même isolé, restait un symbole.
Il pouvait devenir le porte-drapeau des mécontents, le souvenir d'un autre ordre. Isabelle et Mortimer comprirent le danger. Au printemps 1327, Édouard fut emmené au château de Berkeley. Officiellement, il s'agissait d'une détention honorable. En réalité, il s'agissait d'une exclusion presque totale du monde. Pas d'alliés, pas de nouvelles, seulement de la surveillance. Les mois passèrent. Des rumeurs circulaient sur des conditions dégradantes, sur un isolement délibéré. Il n'existe aucune preuve écrite, mais ce silence en dit long. À une époque où le pouvoir était légitimé par des signes visibles, il fallait trouver une issue qui ne laisse aucune trace. Le corps du roi ne devait présenter aucune blessure apparente. Son apparence devait correspondre au récit officiel. La nuit qui marqua le début de cette histoire, cette décision fut mise à exécution. Ce qui s'est exactement passé reste obscur, transmis uniquement par des rapports indirects et des allusions prudentes. Une seule chose est claire, cette fin n'était pas le fruit du hasard. Elle était planifiée, contrôlée et symbolique. Le corps d'Édouard est devenu le dernier théâtre d'un conflit politique qui n'avait jamais été uniquement une question de pouvoir, mais aussi de normes, d'attentes et de peur de la déviation. Le matin, le silence est revenu. La déclaration officielle a fait état d'une mort naturelle. Le corps ne présentait aucune trace visible qui aurait pu nourrir des doutes. L'ancien roi a été enterré avec les honneurs qui lui étaient dus. Mais l'histoire ne s'est pas laissée réduire au silence aussi facilement. Les chroniqueurs ont commencé à écrire, à recueillir des rumeurs, à interpréter les significations. La mort d'Édouard II est devenue l'un des chapitres les plus troublants de l'histoire anglaise. D'un point de vue moderne, ce destin révèle plus que l'échec d'un souverain. Il montre comment un système réagit lorsque quelqu'un à sa tête ne répond pas aux attentes. Édouard a été éliminé non seulement à cause de ses erreurs politiques, mais aussi parce qu'il incarnait une forme de gouvernement que son époque ne pouvait accepter. Son histoire reste le reflet de l'intolérance d'un ordre qui ne pouvait intégrer la différence. Et les échos de cette nuit à Berkeley rappellent à quel point il peut être dangereux que le pouvoir décide de traiter l'humanité comme une erreur.